Donc, voici, donc pour être capable d'envoyer un email avec une application ASP-MVC, c'est relativement la même syntaxe qu'on a utilisée en ASP Webform. Donc, ça nous prend un modèle qui modélise l'information qu'on veut récupérer dans notre email, soit le destinateur, le sujet du email et le corps du message. On pourrait rajouter des attributs supplémentaires pour le copie conforme, par exemple, pour les fichiers joints, ce qui dépasse le but de cette démonstration. Donc, notre vue va bénéficier de ce modèle et va s'en servir pour faire quoi? Pour récupérer dans l'attribut tout de notre modèle le destinateur, récupérer dans l'attribut sujet le sujet du email et récupérer dans le text area et se servir du text area, excusez-moi, pour récupérer le contenu du email. Dans le fichier que vous avez, on utilise l'objet ici qui est le troisième paramètre pour configurer certains attributs de notre text area. Donc, le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Dans votre fichier à vous, vous n'avez pas l'attribut classe. Je l'ai rajouté ici tout simplement pour démontrer que l'attribut classe ou tout autre attribut HTML valide pourrait être ajouté ici, séparé par des virgules. Le A commercial de classe est nécessaire. Pourquoi? Parce que si on l'enlève, le fichier .cshtml interprète classe comme étant le mot-clé classe du langage C#, donc le mot-clé servant à créer une nouvelle classe C#, ce qui n'est pas notre intention ici et ce qui est une erreur de syntaxe de toute façon. Donc le A commercial, comme Benoît l'a dit un peu plus tôt, est en fait ici un escape caractère. Donc je vais me débarrasser de ce paramètre puisque je n'en ai pas besoin. Si je retourne maintenant dans mon contrôleur, quand je soumets mon formulaire, je reçois effectivement un objet email et je le passe en paramètre à la méthode sendEmail qu'on a déjà présentée hier. Donc, c'est exactement la même méthode, sauf que pour récupérer le password ici, au lieu de l'écrire directement sous forme de string, au lieu de faire du code qui va le récupérer dans une base de données, on est allé le cacher à l'intérieur d'un fichier particulier qui se trouve ici. Faites attention, dans un projet ASP MVC, vous avez deux fichiers webconfig. Donc, excusez-moi, donc celui-ci et celui-là. Ils ne contiennent pas les mêmes informations. Donc, remarquez que celui-ci a un W minuscule pour web et celui-ci a un W majuscule pour web. C'est celui avec le W majuscule qui m'intéresse. Donc, dans ce fichier, on a une balise AppSetting et à l'intérieur de la balise AppSetting, je suis allé rajouter une nouvelle paire de clés valeurs où vous devez venir mettre votre adresse .online qui va servir de sender pour le email et votre mot de passe. Donc, le code qui est ici fonctionne comment? J'utilise ce qu'on appelle un Configuration Manager. Le Configuration Manager qui permet d'aller lire et écrire dans le fichier webconfig. Il attaque la propriété AppSetting. La propriété AppSetting qui fait référence à la balise AppSetting. Et dans cette balise AppSetting, je vais chercher mail sender, donc qui pourra, donc je vais chercher mail sender, ce qui me retourne la valeur de mail sender. Dans notre cas, c'est une string, mais ça pourrait être un integer, ça pourrait être une date. Donc voilà pourquoi on fait ici une conversion. Et c'est le même principe pour mail password. Donc la beauté de cette technique, et on va zoom out un peu. Donc, la beauté de cette technique, en réalité, et l'avantage par rapport à utiliser une base de données, c'est que si j'avais stocké ces informations de connexion, et remarquez, je pourrais stocker ça aussi dans mon fichier webconfig, mais si j'avais stocké ces informations-là dans une base de données et que je voulais les modifier, ben, je devrais me
connecter à ma base de données et aller dans une table en particulier, changer ces informations. Alors qu'un fichier XML, ben, c'est très facile pour n'importe quel administrateur ou développeur qui a accès au serveur d'aller dans le fichier XML et d'aller modifier les informations qui se trouvent ici si jamais, si jamais si jamais je voulais que c'est la boîte de courriel générale de ma compagnie qui répond aux questions des clients, ben ici, j'utiliserai le code info. Ça va? Ou, pardon, ou excusez-moi, support, par exemple. Donc, si c'est un formulaire de contact ou de demande qui doit être destiné au département de développement, ben, je créerai un compte sur mon serveur mail qui s'appelle dev, par exemple, pour développement.tk.online. Et donc, c'est la boîte de courriel de développement qui répondrait aux clients. Donc, ces modifications-là se font relativement rapidement dans un fichier XML. Donc, voilà pourquoi c'est la bonne pratique de programmation. Ça ne vous empêche pas d'y aller avec la base de données aussi si ça vous fait plaisir. Donc, à partir de là, le code reste sensiblement le même. Il y a une question, je crois? Ouais, je parle de poser hier un peu. Là, on voit que la méthode sendMail est dans le contrôleur. Je voulais savoir, est-ce que c'était une bonne. Est-ce que c'est pour le but pédagogique ou normalement on enlève ça d'un contrôleur, les fonctions? Euh, ben, oui et non. Donc, oui, c'est pour une raison pédagogique, c'est pour la simplicité, mais si je fais le parallèle, un fichier ASPX.cs et un contrôleur, ça joue le même rôle en réalité, puisque votre fichier ASPX, c'est une vue en réalité. Et le fichier ASPX.cs, c'est lui qui reçoit les informations de la vue et qui fait quoi? Qui les processe et qui régénère une vue. Donc, le fichier ASPX.cs en webform joue un peu le même rôle que le contrôleur. Maintenant, c'est vrai que dans les fonctions d'un fichier ASPX.cs, je pourrais par exemple coder mon code d'accès aux bases de données directement ou je pourrais instancier un modèle comme un gateway. Donc, c'est le même principe ici dans le contrôleur qui est ici. Donc, moi, tout le code qui se trouve dans ma fonction sendMail, ben, j'aurais pu l'écrire directement ici, mais j'ai choisi de diviser pour mieux régner. Donc, j'ai préféré me créer une fonction à part, ben, à part. Elle est dans le contrôleur et je l'utilise dans mon action. Il n'y a rien qui m'empêchait et ça aurait été la bonne pratique de programmation si j'avais voulu vraiment être structuré, mais je ne voulais pas jouer dans trop de fichiers pour la démo. Donc, j'aurais pu venir ici dans mon dossier modèle, créer un modèle euh, euh, mail sender, par exemple. Ça va? Qui aurait encapsulé tout le code qu'on trouve ici. Ce qui fait que dans mon action, j'aurais créé ce modèle et c'est à ce modèle que j'aurais passé mon email et c'est lui qui aurait fait le processing. Donc, c'est juste une question de choisir comment vous emboîtez vos morceaux. Mais oui, effectivement, si j'avais voulu être très, très strict avec le SPMVC, j'aurais créé un modèle supplémentaire. Mais n'oubliez pas qu'une classe est une classe. Donc, un contrôleur est une classe. Il n'y a rien qui m'empêche, quand c'est pour une manipulation relativement simple, de me créer juste une fonction supplémentaire dans ma classe et qui est mon contrôleur au lieu d'aller créer un modèle. Un modèle complet pour une seule fonction, je trouve que c'est un peu overkill. Habituellement, quand on crée un gateway, par exemple, ben dans un gateway, vous avez plusieurs requêtes que vous y mettez. Alors qu'ici, ben, j'en ai juste une. Ça va? Ça répond à la question, Benoît? Ouais, c'est parfait. Allô? Ouais, c'est parfait. Parfait. Super. Donc, c'est une petite modification au code de hier ici pour récupérer mes informations. Vous pouvez utiliser le serveur web qui vous fait plaisir. En réalité, il suffit, si vous allez sur Gmail et vous allez dans les paramètres de configuration et que vous cherchez un peu, vous allez trouver les fameuses informations de connexion
pour Gmail, que ce soit les SMTP, les IMAP et les POP. Ça va? Donc, celles qui sont ici, je les ai récupérées du panneau de configuration du mail de TK. Donc, ensuite, comme je l'ai dit, on crée notre client SMTP. On peut dire combien de temps on veut que notre code essaie d'envoyer le email. S'il ne réussit pas dans ce laps de temps, on abandonne en réalité. Et ce dont Benoît parlait tout à l'heure, c'est la ligne que j'ai mis en commentaire ici. Donc, moi, par défaut, ce que je fais, c'est que ce qui va être récupéré dans l'attribut message de mon objet email, donc le corps de mon message, je veux que ce soit considéré comme du texte simple, du plain text, donc encodé en UTF-8. Par contre, si dans le corps de ce message, j'aimerais inclure du HTML pour afficher des images, des hyperliens, etc., c'est plutôt ceci que je devrais activer, puisque en mettant isBodyHTML comme étant true, si le texte ici contient du texte normal ou des balises HTML, ben, le texte normal s'affiche correctement dans une page HTML et les balises HTML s'affichent sous forme de balises HTML. Donc, ceci fonctionne pour les deux en réalité. Et on finit en envoyant notre message tout simplement. Donc, le code pour ce qui est de cette méthode est très similaire, l'utilisation de la fonction sendMail est très similaire à ce qu'on a vu hier. Ici, ce que je fais, c'est que en fonction de ce qui m'est retourné par la fonction sendMail, qui me retourne un booléen true or false. Donc, si elle me retourne true, je vais mettre dans mon viewBag, dans une variable mail status que j'ai créée, le texte message send, alors que sinon, je vais mettre le texte message not send et on return view, donc on retourne sur notre page index. Et sur notre page index, est-ce que je l'ai utilisé? Ah, je suis bête, je l'ai même pas utilisé mon fameux viewBag. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que juste ici en haut, je pourrais me faire par exemple un label ou un H1 dans lequel j'afficherai ce qu'il y a dans la variable mail status de mon viewBag. J'aurais pu aussi, au lieu d'utiliser le viewBag, faire ici un return view et pointer vers une vue de success ou une vue de failure. Un peu comme on a fait dans le code Webform, où on redirigeait vers un fichier Webform ASPX2 ou Webform ASPX3 qui contenait le message de réussite d'envoi de mail ou le message d'échec d'envoi de mail. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça démontre assez simplement comment est-ce qu'en ASP MVC, on est capable d'envoyer un email, un peu comme on l'a fait en ASP Webform. Ça va, donc, je clôt ce dossier et je vais passer à la deuxième démo, l'upload de fichiers, qui elle est quand même assez différente de celle qu'on a fait en Webform. Ça va pour ça? Donc, je ferme ce projet et j'ouvre le suivant. Donc, le suivant qui est disponible où? Toujours dans la section MVC, mais c'est le deuxième qui est ici, Upload File. Donc, faisons ceci, fermons cela. Donc, n'oubliez pas, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'aller modifier les informations de connexion dans le fichier webconfig, là, si vous voulez faire marcher le projet DemoMail. Donc, oui, je me suis déjà envoyé des emails avec, puis ça fonctionne. Parfait. Puis d'ailleurs, tu as vu, tu m'as envoyé un mail hier avec la version Webform, je t'ai répondu, sauf que le mail que tu m'as envoyé était tombé dans mon junk mail. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps avant de te répondre, parce que je ne l'avais pas vu. Ouais, de ce que j'ai su avec ça aussi, il faut faire attention pour que ça soit considéré junk mail, parce que la façon de procéder, ça a l'air que Gmail, en tout cas, peut détecter que c'est un email autogénéré comme ça.
Exactement. Donc, exactement parce que c'est un truc autogénéré et, c'est comme s'il détectait que c'était une machine qui avait envoyé le email. Donc, il a tendance à le catégoriser comme, voyons, une attaque de sécurité. Et la première fois que vous faites ça, il vous demande de le permettre. Sinon, il va juste bloquer les emails et il ne va pas le recevoir. Alors que quand on y va avec le compte tk.com ou tk.online ou peu importe, ça passe normalement sans trop de problème. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu que ton mail était arrivé dans mon junk mail hier, j'ai cliqué comme quoi ce type de email ne doit pas être considéré comme des junk. Et puis là, il n'y a plus de problème. Il n'y aura plus jamais de problème. J'ai essayé Donc, aussi avec balise HTML en le mettant, mm-hmm. mais il le reconnaît comme. Il m'envoie un message d'erreur disant que c'est du code potentiellement dangereux qui a été mis à l'intérieur. Il ne peut pas l'envoyer. Ça, c'est ton projet ASP qui fait ça ou c'est Ouais. ton projet ASP. OK. Donc, je vais faire le test et il doit y avoir deux, trois petites configurations supplémentaires à faire. Ça, c'est probablement IIS qui le bloque et non ton code ASP parce que votre, Exactement, c'est IIS qui me le renvoie. c'est ça. Donc, ça, c'est des configurations au niveau de votre serveur. C'est de la même façon que quand vous essayez d'inclure comme fichier joint un exécutable, en général, le serveur web de votre browser, il voit que, hey, il y a du code à l'intérieur de ce fichier joint, donc c'est peut-être un virus, il le bloque. Mais on peut désactiver ces options de sécurité là dans les serveurs web. Donc, je regarderai où est-ce qu'on fait ça dans IIS parce que je ne suis pas vraiment un expert de configuration d'IIS et puis je vous reviendrai là-dessus. C'est bon? Parfait. Donc, je vais ouvrir mon deuxième fichier, upload file. Parfait, parfait et parfait. OK. Donc, je vais commencer par on voit que c'est magnifique, hein? C'est tout. Oui, c'est réglé. C'est réglé. Alors que dans le code de hier en Webform, on devait avoir une quinzaine de lignes de code ici. Là. Donc, ce que je vais faire, donnez-moi une seconde. Allez, Adam, s'il vous plaît, baissez le ton. C'est la bagarre des frères et sœurs ici. Donc, je vais commencer par l'exécuter et ensuite on va aller regarder, inspecter le code ligne par ligne. Donc, je vais lancer. Donc, évidemment, on sait à quoi on s'attend ici. Là, on va avoir un explorateur de fichiers qui va nous permettre d'aller sélectionner un fichier en particulier sur la machine du client. Et ce fichier devrait terminer dans un répertoire dans notre arborescence de projet sur le serveur. Donc, je fais Choose File. Bon, juste pour varier, on va aller chercher une image différente d'hier. Donc, je vais aller sur mon desktop, je vais aller dans, disons, mes projets en développement et on va aller chercher, tiens, les informations de configuration de serveur. On va le loader et upload réussi. Et donc, si je vais regarder dans mon arborescence de projet, ici, j'ai créé un dossier content et dans le dossier content, j'ai créé un sous-dossier image. Oui, que ce soit en webform ou en desktop, si on double-clique sur le dossier, il n'y a rien qui se passe, il ne s'ouvre pas. Il faut cliquer avec le bouton droit dessus et aller sur Open in File Explorer pour qu'il puisse s'ouvrir. Donc, voici mon fameux fichier ma fameuse image de configuration. Et de la même façon qu'hier, pour prouver que ce n'est pas que des images qu'on peut récupérer, si je m'amuse à aller toujours sur mon bureau
je vais aller chercher, comme je l'ai fait hier, un fichier PDF, donc mon horaire de cette session, et que je le load. Donc, encore une fois, tadadam, voilà, il est loadé et il est opérationnel. Donc, je peux l'ouvrir sans problème. Donc, tout comme hier, quand on récupère le fichier, on est capable d'aller lire des informations par rapport à ce fameux fichier. Et donc, d'après son type, est-ce qu'il est de type PDF ou de type JPEG ou de type MP4, choisir le chemin du répertoire sur lequel on va sauvegarder sur notre machine. Donc, inspectons maintenant le code en réalité. Donc, dans mon fichier CHTML, ici présent, si vous regardez bien comment mon formulaire a été généré, donc encore une fois, j'utilise la méthode, l'objet, la classe HTML Helper et sa méthode BeginForm. Donc, on va poster le formulaire et on va changer le mode d'encryption pour multipart. Donc, on a utilisé la classe HTML Helper, mais on serait tout aussi bien capable de créer ce formulaire-là en HTML standard. Donc, j'ai un input type file et un input type submit, ce qui crée l'interface usager qu'on a juste ici. Donc, rien de trop spécial à ce niveau-là. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les informations de ce input type file, c'est-à-dire le nom du fichier qui a été sélectionné, non seulement le nom du fichier qui a été sélectionné, mais le stream de bytes qui représente ce fichier vont être redirigés ou postés vers l'action process file se trouvant dans le contrôleur Home. Donc, quel est le type d'objet, quel est le type de modèle, puisqu'on n'en a déclaré aucun ici, qui permet de récupérer un stream de bytes qui provient d'un formulaire dont l'encryptage est multipart form data. En PHP, c'est dans le tableau $_ files qu'on va récupérer ces informations. En ASP Webform, on l'a vu hier, c'est dans le type de données, dans la classe file, qu'on est capable de récupérer ces informations. File F majuscule ILE. Alors qu'en ASP MVC, on va le voir, si je regarde mon action process file qui est configurée pour un post, c'est dans un objet HTTP posted file base que je vais récupérer l'information. Et le file qui est ici, le nom de variable, fait référence à quoi? Fait référence au file qui est ici. Ça va? Donc ça ne change pas. C'est toujours l'attribut name. C'est toujours la string que j'utilise pour initialiser mon attribut name qui doit être utilisé comme, excusez-moi, comme nom de variable dans le paramètre de la méthode qui reçoit l'information que je poste. Donc, allons-y. Je vais mettre un point d'arrêt juste ici et je vais relancer cette application pour qu'on puisse suivre étape par étape ce qui se produit à l'intérieur. Donc, je vais choisir un autre fichier au hasard sur ma machine. Bon, un fichier qui fait du sens. Tiens, aide aux agents secrets. Vous vous souvenez, je ne sais pas si j'avais fait ce labo avec vous. Bon, c'est pas trop grave. Présentation, aide aux agents secrets. Voici. On va le charger. Donc, on tombe dans notre contrôleur. Donc, si on regarde notre objet ici, HTTP posted file base, si je l'inspecte, je vois que j'ai grosso modo les mêmes informations que j'avais dans mon objet file en ASP Webform. Donc, j'ai la taille ici en bytes de ce fichier. J'ai
son type, donc il est de type PDF. Donc ici, on pourrait faire un switch ou un if avec les différents types, voilà, les différents formats de fichiers et selon que ça contienne PDF ou JPEG ou MP4, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on pourrait modifier le chemin dans lequel on veut sauvegarder ce fichier ou refuser le fichier tout simplement. Moi, si ce sont des vidéos que j'accepte et je me rends compte que dans le fichier que vous avez choisi, il y a .pdf, ben, je vais rejeter, je vais vous envoyer un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'après ça, quand je vais essayer de le faire apparaître dans une balise de type vidéo, ça va planter. Donc, on peut recueillir différentes informations comme celle-là, des informations que techniquement on devrait insérer dans notre base de données. On a eu cette discussion hier. Donc, ici, que ce que je suis en train de faire à la ligne 23, c'est que je suis en train de créer le chemin complet de ce fichier-là jusqu'au dossier content image que j'ai créé sur mon arborescence, dans mon arborescence de projet. Donc, je parle du dossier qui se trouve juste ici. Donc, le tilde, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, fait quoi? Ben, vous retourne le chemin jusqu'à la racine de votre projet. Donc, jusqu'ici, et ensuite, c'est à moi de compléter mon chemin. Donc, je récupère le nom du fichier, présentation d'aide pour les agents secrets, et ensuite, je concatène ça avec image, content et le reste du chemin jusqu'à la racine de mon projet. Si j'exécute, voici mon chemin complet et je demande que le fichier qui est présentement stocké ou les informations, le stream de bytes qui est présentement contenu dans ma variable file, ma variable de type HTTP file base, soit sauvegardé où? Soit sauvegardé dans le chemin représenté par ma variable path. Et donc, si on continue l'exécution, parfait, c'est fait. Oui, si on continue l'exécution, on est retourné vers upload réussi. Si je vais regarder dans mon fameux dossier, open, on voit présentation d'aide aux agents secrets. Voilà. Et voici une présentation PowerPoint. Je ne me souviens pas, les membres de la secte, j'avais fait ce laboratoire-là avec vous en C-Sharp? Peut-être que oui, peut-être que non. Non? Non, pas celui-là. On avait déjà parlé, par exemple. OK, c'est ça. Donc, c'est un peu ma présentation PowerPoint qui explique l'algorithme, comment fouiller dans le fichier texte, comment récupérer les informations d'une ligne, comment les split, etc., etc. Donc, voilà, on vient de prouver que c'est beaucoup plus rapide, en réalité, en ASP, MVC, d'uploader un fichier sur notre serveur. Encore une fois, tout le code qu'il y a là, tout le code qu'il y a ici, là, qui n'est pas un gros code, ça pourrait être mis dans un modèle quelque part et mon contrôleur pourrait instancier ce modèle et utiliser certaines de ses fonctions pour arriver à nos fins. Donc, je pense que le code question. Oui. Question. Oui, oui, Est-ce qu'il y a oui. besoin de changer le nombre de files? Parce que Pardon? dans votre code, vous utilisez le même nombre de fichiers. OK, mais si j'ai besoin de changer, non, Le c'est nom quelle du ligne de code fichier? je dois? Oui, OK. oui. Si ça a besoin de changer le nom du fichier, ce n'est pas un gros problème. Pourquoi? Parce que file, c'est un objet qui contient les bytes qui représentent ton fichier. Et file name, c'est le nom que ton fichier a présentement. Mais c'est un attribut. Si tu regardes, c'est une propriété. Donc, moi, il n'y a rien qui m'empêche de venir ici, par exemple, et d'écrire file.filename
égale ça va. Il va m'aimer, il va pas m'aimer. Est-ce qu'on peut... Oh, il va pas me permettre de faire ça? Oh, d'accord. Non, on peut pas. C'est bloqué parce que Il est juste si en on get. regarde bien, il est juste un get. Donc, on peut pas changer, le nom du fichier. Et en fait, si tu veux ouais, si tu veux le changer, comment tu vas faire? Ah, voilà comment il va être changé. Voilà l'idée. Voilà comment tu pourrais le changer. Tu ne vas pas vraiment pouvoir... on triche un peu en réalité. Donc, je vais expliquer la démarche. Quand on récupère notre fichier qui est juste ici, ce qu'on va faire, et c'est ce que j'avais commencé à faire d'ailleurs, donc on voit ici qu'avec son attribut filename, je peux récupérer son nom actuel. Ça va. Mais dans ma base de données, moi, si j'aime pas ce nom, je veux renommer le fichier moi-même. Au lieu d'avoir, si c'est des images ou des vidéos, mais au lieu d'avoir mon chat qui joue au ballon, j'aimerais que ça s'appelle vidéo 1 ou cat1.mp4 et le prochain vidéo cat2.mp4. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, tiens, ça s'appelle name 1. Je vais avoir une autre variable que je vais appeler strng, par exemple name 1 et que je vais initialiser à tiens, à 4.1.mp4. Donc ici, je donne juste une explication générale. Le nom qui est ici pourrait venir d'où? D'un formulaire. Donc c'est toi qui tapes dans le formulaire le nom que tu veux ou tu peux créer un algorithme qui génère automatiquement des noms en venant incrémenter le chiffre qui est ici de 1 à 2 à 3 à 4. Donc dans ta base de données, parce qu'on doit stocker ces informations dans la base de données, ce que je ferais, ben, dans ma base de données, j'aurais... comment je vais taper ça ici? Excusez-moi, je cherche un caractère en particulier. Bon, dans ma base de données, donc, j'aurai un champ name, ça va. J'aurai un champ name, parfait. Juste à côté, j'aurai un champ, par exemple, voyons, allons-y comme ça. Je vais faire real name. Je vais faire name. Ensuite, on aurait peut-être besoin de quoi comme information? Size, la taille du fichier, et URL. Ça va? Donc, ce seraient les champs de ma table. Donc, dans la colonne, dans le champ real name, je viendrais mettre quoi? Je viendrais mettre ça ici. Dans le champ name, je viendrais mettre ça ici, le nom que moi j'ai choisi. Dans le champ size, je viendrai récupérer de mon objet phare sa taille en byte, par exemple. Et dans le champ URL, je viendrai mettre quoi? Je viendrai mettre le chemin que j'ai construit ici. Donc, quand je vais vouloir afficher, faire jouer cette vidéo, ben, moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais afficher dans la fenêtre de sélection de vidéos, les noms, hein? Ben, je vais afficher les noms qui se trouvent dans cette colonne. Ça va? Et quand l'utilisateur va cliquer sur le nom qui se trouve ici, moi, je vais regarder ben, le nom qui se trouve ici, ben, quel est le URL qui lui correspond et c'est ce URL-là que je vais mettre dans l'attribut source de ma balise audio ou vidéo ou peu importe. Donc, j'ai quand même le nom original du fichier parce que quand je vais aller regarder dans mon dossier ici, ben, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je vais aller regarder dans mon fichier ici,
c'est le nom original que je vais voir. Ça va, mon code ne peut pas le changer. Quoique, il y a sûrement une manière de le changer. Là. Je peux explorer ça un peu plus, mais ce qui m'intéresse pour afficher l'image ou pour afficher le fichier ou pour le faire jouer, en fait, c'est le URL. Donc, en utilisant ces deux colonnes, ben, je peux garder une trace de quel était son nom original et comment moi je l'ai renommé pour fin de présentation. Ça va, donc c'est une petite recette facile là, qui règle ce problème, mais effectivement, Valéria, il doit avoir oui, effectivement, c'est possible. Absolument, absolument. C'est possible de le renommer parce qu'en C#, on a des classes qui nous permettent de manipuler les fichiers, les dossiers, les répertoires. Donc, d'ailleurs, si vous me donnez 2 secondes. Mais c'est voilà, pas nécessaire. Voilà. Ben, c'est pas nécessaire, mais c'est pour répondre à la question de Valéria. Parce que si on veut renommer un fichier, oui, on peut renommer un fichier. Oui, si je voudrais stocker ces informations, par exemple, je voudrais que le nombre de fichiers, des images, c'est par exemple le nombre de éléments ou ID de éléments. Oui, c'est facile. Point d'exception. S'il vous plaît, pas tout le monde en même temps. Donc, ben, je viens de te donner une technique pour le faire, Valéria. Donc, ça, c'est une technique. Sinon, il y a d'autres classes qui permettent de... donc, tu peux stocker le fichier tant que tel, mais après, tu peux le renommer. Il y a la classe Directory Info qui permet d'ouvrir un répertoire, de connaître son chemin, de créer des fichiers à l'intérieur, de modifier les fichiers qui y a à l'intérieur. Et il y a aussi la classe File, donc qui est une classe C# qui permet de créer un fichier, mais aussi d'ouvrir un fichier, de renommer un fichier, etc. Donc, avec ces deux classes-là que vous pouvez aller lire sur elle. Là, si j'ai le temps, je ferai une petite vidéo, mais c'est assez clair dans la documentation comment les utiliser pour manipuler des répertoires, des fichiers, les renommer, ainsi de suite. J'ai une proposition rapide. Oui. Sur ta ligne Pat combine, si on enlève le file.filename à la fin pour le remplacer par le nom qu'on veut, ça va sauvegarder sur le nom qu'on veut. Parce que là, on prend le nom original, mais on peut mettre un nouveau nom. Oui, effectivement. Mais si tu enlèves le... Ça va toujours être le même, mais... Oui, effectivement. Ça, il faut un algorithme pour le changer. Effectivement, Benoît, pas Benoît, excuse-moi, tu as raison parce que ici, c'est juste une string que je récupère pour créer mon nom complet et file ici contient le stream de bytes. Donc, si je mets ici Toto, et d'ailleurs, faisons-le, je vais l'exécuter comme ça. Je pense que c'est la solution la plus rapide, effectivement. Merci. Donc, on va juste le démontrer, une image vaut 1000 mots. Là. Donc, je vais me trouver... Oh, pourquoi c'est long comme ça? OK. Donc, on va se prendre un autre fichier au hasard. Tiens, ça, c'est un fichier texte. Tout simplement, on va le loader. Donc, par défaut, ce fichier-là, si on regarde son file name, c'était tweet par id.txt. Mais ici, on va créer un chemin où, bon, j'aurais peut-être dû rajouter .txt, là, mais c'est pas grave. Donc, voici mon chemin complet avec Toto. Puisque je n'ai pas rajouté TXT, il ne sera probablement pas interprété comme étant un fichier texte, mais nous, on sait que c'est un fichier texte. Donc, file, qui est ma stream de bytes, je vais la save as, donc je vais la sauver avec quel nom ou quel chemin, avec le nom complet qui est ici. Donc, si on continue, c'est réussi et on va regarder sur notre serveur ici. Parfait. Donc, il est là. Comme je n'ai pas mis .text dans mon nom, ben, il n'est pas interprété comme un fichier .text, mais si je l'ouvre avec un éditeur de texte, ben, on va retrouver le texte.